La France et l'Algérie se rapprochent d'une nouvelle crise sans précédent après qu'Emmanuel Macron a apporté ce mardi son soutien au plan d'autonomie du Sahara occidental qui est défendu par le Maroc. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que le Sahara occidental? Pourquoi Emmanuel Macron a décidé de se rapprocher du Maroc au risque de tendre ses relations avec l'Algérie? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors, le sujet que l'on va voir à la une aujourd'hui, c'est un sujet donc qui est complexe, qui est sensible. Donc je me permets de le dire comme je le fais souvent sur des sujets particulièrement délicats comme celui-ci. On va essayer aujourd'hui de donner un maximum de clés de compréhension sur ce qui se joue et sur les différents regards sur tout cela. Mais comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus et creuser le sujet, on vous met des articles et des éléments directement en description. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons déjà sur ce qu'est le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est un territoire de 266 000 km² où vivent près de 600 000 habitants, avec le Maroc au nord de ce territoire, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie à l'est et au sud. Il borde par ailleurs l'océan Atlantique. Sa superficie, elle est donc un peu plus importante que celle du Royaume-Uni. On parle donc d'un territoire assez important. Ce territoire, c'est une ancienne colonie espagnole, mais depuis la fin de la colonisation espagnole en 1976, il a un territoire particulier. Il faut savoir que c'est le seul territoire africain dont le statut n'est toujours pas réglé en quelque sorte, où il n'y a pas de reconnaissance d'une façon ou d'une autre à l'échelle internationale. En fait, depuis le retrait de l'Espagne, le Sahara occidental, il a été le théâtre d'une guerre entre le Maroc d'un côté et le Front Polisario de l'autre côté. Ce mouvement, c'est en fait un mouvement indépendantiste pour le Sahara occidental qui est soutenu par l'Algérie. Finalement, après cette guerre, en 1991, un cessez-le-feu a été signé entre les deux parties. Et cet accord, à l'époque, il incluait la promesse d'organiser un référendum d'autodétermination pour déterminer donc le statut final du territoire. Sauf que, ce référendum d'autodétermination, pour savoir donc si le Sahara occidental doit être rattaché au Maroc ou non, il n'a jamais été organisé. Et donc concrètement, depuis 1991, environ 80% du Sahara occidental est contrôlé par le Maroc, tandis que le Front Polisario demande toujours l'organisation d'un référendum sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Alors cette question donc de la place du Sahara occidental, c'est une question importante d'un point de vue symbolique, mais pas que évidemment, et ça représente aussi des intérêts et des enjeux économiques. En effet, la région regorge de poissons notamment, puisque, je le rappelle, il borde l'océan, et c'est aussi l'une des plus grandes réserves mondiales de phosphate connues à ce jour. Le phosphate, c'est un minerai principalement utilisé pour la production d'engrais et qui est absolument essentiel à l'agriculture. Il y a donc derrière tout cela évidemment, et on en reparlera dans les prochains jours, ces enjeux, y compris donc des enjeux économiques. Et donc en 2007, on peut noter que le Maroc a proposé un plan d'autonomie pour le Sahara occidental. Ce plan, il propose en fait de conférer et de donner une large autonomie au Sahara occidental, tout en restant sous la souveraineté du Royaume du Maroc. C'est toujours un élément où il y a des confusions que j'entends et que je vois assez souvent. Autonomie ne veut pas dire indépendance. Une autonomie, c'est davantage de liberté en quelque sorte pour un territoire, mais il reste rattaché dans ce cas-là à un autre pays. Alors concrètement ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le Maroc semble proposer l'idée d'un parlement et d'un gouvernement autonome chargé de gérer les affaires internes au Sahara occidental, mais tout de même, le Maroc conserverait le contrôle sur certains domaines stratégiques. On peut imaginer par exemple des questions de défense ou d'affaires étrangères. Il faut savoir que ces dernières années, il y a plusieurs pays qui se sont dit favorables à une résolution du conflit grâce à ce plan. C'est par exemple le cas des États-Unis qui, fin 2020, sous la présidence de Donald Trump, ont reconnu, je cite, la marocanité du Sahara occidental. Il y a un an, on peut noter qu'Israël a fait de même. Et en Europe, on peut noter notamment que l'Espagne estime que ce plan, je cite, constitue la base la plus sérieuse et crédible. Alors, quelle est la position de la France? Bon, déjà, il y a une position assez historique. Depuis ce plan qui a été présenté par le Maroc en 2007, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'un plan d'autonomie sérieux et crédible en tant que base de négociation, entre le Maroc et le Front Polisario. Ces dernières années, il y a eu donc différentes prises de parole. On parlait ici des États-Unis, on parlait d'Israël aussi, et on sentait le Maroc mettre de plus en plus la pression sur la France pour que la France fasse pareil. Et donc ce mardi, une nouvelle étape en quelque sorte a été franchie par Emmanuel Macron. La France qui, sans reconnaître une marocanité du Sahara occidental, semble tout de même, dans une lettre qui a été adressée
adressée au roi du Maroc Mohamed VI, et bien dire que justement l'avenir du territoire du Sahara occidental s'inscrit, je cite, dans le cadre de la souveraineté marocaine et que le plan d'autonomie marocain, je cite toujours, constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour résumer donc, la diplomatie française ici semble prendre officiellement position en faveur donc de la position marocaine sur le sujet. De son côté, le cabinet royal marocain a réagi, estimant que cette déclaration française constitue, je cite, une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Mais alors, quelle a été la réaction de l'Algérie, qui est donc un soutien du Front Polisario? Eh bien, suite à la publication de cette lettre du président français, le ministère des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué dans lequel on peut lire, je cite, « Ce pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir, le gouvernement actuel l'a fait avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture, sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles. » De son côté, le Front Polisario a dénoncé le soutien français, je cite, à l'occupation violente et illégale du Sahara occidental. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que mardi, l'Algérie a annoncé le retrait de son ambassadeur à Paris. Ces dernières années, en fait, il faut savoir que l'Algérie avait déjà eu recours à ce que l'on appelle un rappel pour consultation de son ambassadeur lors de crises avec la France en 2021 et 2023. Alors un rappel pour consultation, c'est considéré comme une démarche temporaire qui vise à discuter des relations entre les deux pays sans forcément les suspendre, mais ça montre donc qu'il y a un désaccord sur un sujet et c'est une façon symbolique et en même temps très concrète de le faire savoir. Mais là en l'occurrence, quand on parle de retrait d'un ambassadeur, c'est un peu différent et globalement c'est vu comme plus sévère et plus important. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, c'est des deux pays qui continuent à échanger et à dialoguer, mais tout de même, eh bien, c'est un pas plus important qui montre donc qu'il y a une très forte désapprobation par l'Algérie de la position française. Cette prise de parole donc, elle rapproche la France du Maroc, mais elle semble refroidir les relations entre la France et l'Algérie, et ce, alors que ces dernières années, eh bien, Emmanuel Macron avait tenté de rapprocher à nouveau les deux gouvernements. Il faudra donc évidemment suivre tout ça dans les prochains jours, sachant que au passage, on peut noter que eh bien, cette déclaration, elle a suscité certaines interrogations, notamment au sein de députés ou d'élus de gauche, qui estiment que eh bien, c'est une décision qui ne devrait pas être prise dans un cadre eh bien, avec un gouvernement démissionnaire, comme c'est le cas actuellement et qui n'a pas encore été remplacé. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la France espère toujours recevoir le président algérien pour une visite d'État en France dans les prochains mois. C'est quelque chose qui avait été envisagé initialement pour la rentrée notamment. On verra donc jamais c'est maintenu au vu des tensions que tout cela suscite. Je vous mets en tout cas des liens en description pour en savoir plus. Par ailleurs, je compte sur vous comme d'habitude pour être respectueux au maximum entre chacun d'entre vous dans les commentaires, même si je le sais, c'est un sujet qui peut être sensible. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué ce mercredi par une frappe israélienne selon le Hamas. Il s'était rendu à Téhéran, la capitale de l'Iran, pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président du pays. De son côté, Israël n'a pas revendiqué l'attaque, mais avait déjà juré de tuer le leader ainsi que d'autres dirigeants du Hamas à la suite des attaques du 7 octobre en Israël. Après l'annonce de sa mort, l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a indiqué qu'il est de leur devoir de venger le sang versé sur le territoire de la République islamique d'Iran et qu'un châtiment sévère serait infligé à Israël. Par ailleurs, un deuil national de 3 jours a été décrété. Parallèlement à ça, l'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir mené une frappe ciblée à Beyrouth, la capitale du Liban. La frappe visait Fouad Chokr, un haut commandant militaire du Hezbollah, un parti politique islamiste libanais, mais aussi une organisation armée classée comme terroriste par de très nombreux pays et alliés du Hamas. Israël accuse cet homme d'être responsable d'une attaque ayant eu lieu samedi sur le plateau du Golan, annexé par Israël, qui a tué 12 enfants. De son côté, le Hezbollah n'a pas confirmé sa mort. Deuxième actu, au moins 12 personnes, dont 2 mineurs, sont mortes dans d'importantes manifestations au Venezuela suite à l'élection présidentielle de ce week-end, selon 4 ONG de défense des droits humains. Plusieurs milliers de Vénézuéliens ont participé à des manifestations depuis lundi pour revendiquer la victoire d'Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition au président Nicolás Maduro. On en a déjà parlé, Nicolás Maduro a été officiellement réélu ce dimanche selon le Conseil national électoral vénézuélien et sa victoire est remise en question par l'opposition qui dénonce des irrégularités dans le décompte des voix. 9 pays d'Amérique latine ont demandé un réexamen des résultats en présence d'observateurs indépendants. Le Pérou a reconnu le candidat d'opposition comme gagnant légitime, ce
qui a amené le Venezuela à rompre ses liens diplomatiques avec le pays. De son côté, le Costa Rica a proposé l'asile politique à Edmundo González Urrutia ainsi qu'à la chef de son parti. Troisième actu, le gouvernement du Bangladesh en Asie a annoncé ce mardi l'interdiction du plus grand parti islamiste du pays, le Jamaat el-Islami, ainsi que sa branche étudiante, le Shibir. Cette annonce arrive alors que le pays observait une journée de deuil national pour les victimes des manifestations étudiantes mi-juillet. Le gouvernement considère que le parti est en lien avec ces violences et a décidé à l'unanimité de l'interdire. On en a déjà parlé dans ce format, le Bangladesh a connu ces dernières semaines un grand mouvement de protestation étudiante pour mettre fin aux quotas d'embauche dans les emplois de la fonction publique. Au total, plus de 200 personnes ont été tuées depuis le début du mois de juillet dans ces manifestations, ce qui a fait de ce mouvement l'un des plus meurtriers depuis l'arrivée au pouvoir il y a 15 ans de Sheikh Hasina, la première ministre bangladaise. La justice a finalement décidé il y a une dizaine de jours de revoir ces quotas à la baisse. Quatrième actu, le présentateur télé et journaliste Patrick Poivre d'Arvor est visé par 5 nouvelles enquêtes pour viol et viol aggravé. Les plaintes ont été déposées mi-juin et les enquêtes ouvertes début juillet. Alors ce ne sont pas de nouvelles plaignantes, les 5 avaient déjà porté plainte auparavant contre le présentateur, mais leur plainte avait été classée sans suite car considérée comme prescrite. C'est-à-dire que selon le parquet, les faits dénoncés s'étaient passés il y a trop longtemps pour pouvoir être jugés. En France, le délai de prescription pour viol est de 20 ans pour les victimes majeures et 30 ans à partir de la majorité pour les victimes mineures. Pour justifier leur redépôt de plainte, leur avocate a invoqué le principe de sérialité, c'est-à-dire que l'enquête va chercher s'il y a des témoignages similaires à celui de ces victimes qui ne sont, eux, pas prescrits. Ça permet à la justice d'enquêter sur des faits déjà prescrits. Au total, Patrick Poivre d'Arvor est accusé de violences sexuelles par plus d'une vingtaine de femmes. Et on finit avec cette actu, les épreuves de natation du triathlon ont finalement bien pu avoir lieu ce mercredi matin dans la Seine. L'épreuve masculine devait avoir lieu ce mardi à 8h, mais elle avait dû être reportée à cause de la pollution de l'eau de la Seine. Le triathlon se compose de 3 étapes, une de natation, une de cyclisme et une de course à pied. Ce matin à 8h, c'est donc l'épreuve de natation du triathlon féminin qui a eu lieu avant l'épreuve masculine à 10h45. Le triathlon féminin a été remporté par la Française Cassandre Beaugrand. Il s'agit de la première médaille en triathlon individuel de l'histoire des Jeux Olympiques pour la France. Le triathlon masculin a lui été remporté par le Britannique Alexis. La France a remporté la médaille de bronze. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Vous le savez donc, pour suivre l'actualité sportive, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte c'est hugodécrypte.sport ou hugodécrypte tout court. Si vous voulez aussi découvrir l'interview de Victor Wembanyama, vous le savez, rendez-vous sur notre chaîne YouTube des grands formats. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.